nous sommes réunis pour la 4e édition des Jeudis de la réussite, qui porte donc sur les métiers de la défense et de la sécurité internationale. Donc, pour petit rappel, c'est 4 anciens étudiants qui vont venir témoigner de leur expérience. Donc, je vous propose de commencer dès à présent en vous présentant chacun votre tour. Mathilde Lepeau, je suis diplômée de la promotion 2016 et je travaille actuellement chez Safran Electronic and Defense en tant que responsable export. Donc, sous-lieutenant Clémentine, je suis diplômée normalement en juin 2018. J'étais dans la promotion Nelson Mandela à Sciences Po Ex et là maintenant je suis en 3e année à l'école de l'air. Laurent Borzio, je suis diplômé promotion 2012. Je dirige ma propre entreprise Dialog Sécurité Franco-Allemand et enseigne également à Sciences Po. Benjamin Boutin, je suis expert associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je suis aussi invité des fois au Centre d'études internationales et diplomatiques d'Haïti. Et en ce moment, je collabore avec la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol à Paris. Je suis également diplômé de la promotion 2012 Victor Hugo de l'IEPDEX. D'accord, je vous remercie. Donc, la première question incontournable, pourquoi avez-vous choisi Sciences Po Ex ? Pour le soleil. C'est... À défaut, non, pour les relations internationales, tout ce qui était géostratégie aussi m'intéressait déjà, donc Sciences Po Ex c'était la bonne solution. Sciences Po Ex parce qu'il y avait la possibilité de déposer son dossier pour entrer directement en 2e année. Comme j'étais en classe préparatoire en lettres supérieures, c'était pratique. J'avoue proximité, tout simplement, vu que je suis de la région à la base, sachant que ça permettait de débuter ce genre d'études tout en n'ayant pas le souci de partir dans une grande ville comme Paris, en n'ayant jamais été dans ce genre de situation, donc ça a enlevé une pression supplémentaire. Un peu pour les mêmes raisons que Laurent, d'une part, j'ai moi-même grandi en Provence, et d'autre part aussi pour cet attrait pour le monde méditerranéen, l'Europe, les questions géostratégiques qui étaient très développées ici, en particulier donc le monde arabe. Il faut savoir que nous on a été marqués peut-être par les attentats du 11 septembre, par un certain nombre d'événements internationaux qui se sont produits dans le monde arabe qu'il fallait comprendre. Et l'IEP était l'un des endroits idéaux pour ce faire, avec des professeurs emblématiques et puis une certaine culture aussi de l'international, mais aussi de la sociologie, du politique et un sens de l'intérêt général qui correspondait en tout cas à mes valeurs. D'accord, je vous remercie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous a apporté Sciences Po, donc à la fois dans la vie de tous les jours, mais aussi dans votre parcours professionnel ? Beaucoup de choses. Le fait de pouvoir se dépatouiller de chaque situation quand on ne connaît pas les choses, le fait d'être polyvalent, c'est très très bête, hein, mais on le répète pendant 5 ans, la pluridisciplinarité est très importante et au quotidien je pratique celle-ci, donc important. Pour les mêmes raisons, la pluridisciplinarité, surtout la 3e année à l'étranger. J'étais partie à l'université d'Exeter en Angleterre. Ça m'a apporté donc évidemment un niveau d'anglais qui m'a beaucoup servi pour rentrer à l'école de l'air et à l'école de l'air. Et également l'université à l'étranger, ça m'a permis d'avoir accès à une autre façon d'étudier et sur des sujets qui étaient vraiment très intéressants et qui me servent beaucoup actuellement. Un peu les mêmes raisons, mais aussi il y a l'avantage justement de la 3e année, mais au-delà même la 5e année, dans le sens où c'est un des gros avantages de la formation qu'on a, c'est qu'on peut vraiment partir à l'étranger dans plusieurs pays à la fois. Bon, à l'époque, les règles étaient peut-être un peu différentes pour ce qui est stage ou année en université, mais la formation de Sciences Po justement permet par rapport à ça, de pouvoir, au bout de 5 ans, avoir non seulement un diplôme de qualité, mais pouvoir aussi mettre en avant le fait d'avoir plusieurs expériences à l'étranger, que ce soit juste en termes de séjour universitaire que de stage, ce qui est un atout considérable par rapport à d'autres formations typiques du même type. Et pour ma part, je pense que ce que m'a apporté l'IEP, c'est un socle de connaissances et de compétences. Effectivement, la pluridisciplinarité fait qu'on est capable d'être polyvalent et de traiter un peu toutes les situations, avec aussi le revers qu'il faut se spécialiser par la suite. Il faut absolument ne pas se contenter de ce socle, mais aller dans une direction claire, avoir un projet professionnel. Et je pense aussi que ce qui est très important, la culture générale, c'est une école fantastique.
mais ce n'est pas suffisant. Donc j'appelle les étudiants notamment à se spécialiser ensuite et aller vers l'international. Alors pour ma part, je suis allé vers le Québec, à l'École nationale d'administration publique du Québec, pour me spécialiser davantage. Et je pense que ce qu'on apprend à l'IEP, ça nous reste pour toujours. Et c'est un socle très fort sur lequel on peut s'appuyer. Il y a aussi cette aisance qu'on peut avoir dans différents milieux, cette aisance à l'oral, à l'écrit. Je pense que c'est très important d'avoir cette base-là, mais ensuite d'élargir et de choisir un chemin clair. D'accord, je vous remercie. Donc, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit donc Benjamin. Donc, la spécialisation est très importante. Donc, est-ce que vous avez tous fait le choix de continuer les études après Sciences Po Ex? Donc, pour Clémentine, ça sera comment tu as intégré l'école de l'air? Donc, en fait, le concours d'entrée à l'école de l'air, je l'ai préparé et j'ai passé le concours à la fin de mon année à l'étranger. Donc, je suis revenue d'Exeter pour pouvoir passer le concours. Et en fait, passer ce concours me permet de poursuivre le M1 et le M2 en histoire militaire. Donc c'était une continuité dans les études, sauf qu'elle s'étale sur 3 ans. Et en fait, entrer donc à l'école de l'air, ça me fait de moi une officier, élève officier encore. Et quand on entre à l'école de l'air avec un parcours IEP, il y a deux possibilités. Soit on rentre dans le corps du personnel navigant, des officiers de l'air, soit on rentre dans le corps des basiers. Et là, il y a tout ce qui est métier contrôleur aérien, il y a tout ce qui est commando parachutiste, renseignement. Et moi, je suis rentrée dans la voie personnel navigant, donc pour être pilote. Voilà. Mathilde, je t'en prie. Moi, j'ai poursuivi. J'ai refait un deuxième Master 2 à Paris, à Panthéon-Assas, le Master Défense et Dynamique Industrielle, qui se faisait en apprentissage. Et étant donné que ma troisième année, j'avais passé en journalisme à Sydney, rien à voir avec le milieu de la défense, j'ai enchaîné sur un deuxième master pour être en entreprise la journée, avoir cours le soir et travailler dans une industrie de défense chez MBDA. Moi, j'ai clairement poursuivi parce que je suis entré en doctorat au Canada, en gardant aussi un pied avec la France. Ça traverse ce qu'on appelle une co-tutelle de thèse, ce qui est assez complexe en soi, mais bon. C'était l'objectif pour moi, justement, à travers ce parcours-là. C'est d'une part, comme l'a cité Benjamin, le fait qu'il fallait quand même se spécialiser, parce que c'est vrai que c'est, quels que soient les milieux dans lesquels on atterrit en sortant de Sciences Po, que ce soit industrie défense, que ce soit vraiment journalisme, n'importe quel milieu, le reproche qui est le plus courant qu'on fait aux étudiants de Sciences Po, c'est d'être trop généraliste, d'avoir de bons profils pour diriger. Seulement quand vous commencez sur le marché, on ne vous donne pas les postes de dirigeant. On vous demande d'abord d'être spécialiste sur un sujet et après, peut-être dans 3-4 ans, on va vous donner la possibilité d'être généraliste dans votre activité. Donc c'était une des raisons. Après, une autre des raisons qui m'a poussé à poursuivre, c'est que dans mon secteur d'activité en général, défense, mais surtout milieu franco-allemand et allemand, avoir un doctorat a quand même un plus assez important, qui est assez visible. Il n'y a pas la réputation négative qu'on a en France par rapport aux doctorants et aux docteurs. En Allemagne, c'est vraiment quelque chose qui est vu de manière bénéfique, surtout sur le marché du travail, que ce soit politique, économique, universitaire. Donc il y avait quand même aussi une volonté de pouvoir jouer de cette carte-là. Donc j'en joue tout à fait très bien, ça marche très bien par rapport à ça. Mais c'est un élément qui montre que selon où on veut, après Sciences Po, travailler, dans quelle aire géographique, le diplôme de Sciences Po lui-même est bien, mais parfois il n'est pas suffisant justement pour pouvoir s'imposer, parce que même si notre diplôme de Sciences Po est très bien, surtout sur le marché intérieur français, à l'international, Sciences Po, pas Sciences Po Ex particulièrement, n'importe quelle Sciences Po n'est pas aussi réputé. Ce qui est réputé en Allemagne, c'est les doctorats. Ce qui est réputé au Canada, c'est aussi plus le doctorat ou certaines formations particulières. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est d'autres formations. Donc, c'est pour ça que selon où vous voulez travailler après véritablement, c'est-à-dire dans un milieu anglophone ou même un milieu en lien avec la Chine, il vous faut avoir ce sésame en fait, qui correspond le plus à ce secteur d'activité. Vous voulez ajouter quelque chose, Benjamin? Disons que je pense que quand on sort de l'IEP aussi, on est toujours curieux d'apprendre et de continuer à apprendre, parce qu'ici on allume des étincelles qui appellent à faire grandir la flamme de l'esprit. Et par conséquent, moi j'ai continué effectivement au Québec avec une maîtrise en administration internationale. Mais à chaque fois que j'ai alterné période d'études et période de travail,
ça m'a apporté des compétences et des connaissances complémentaires. Par exemple, quand j'étais à la maîtrise en administration internationale au Québec, à l'École nationale d'administration publique, j'étais aussi élu étudiant, ce qui m'a permis de mener des projets, d'organiser des colloques, un voyage d'études à New York, dans les organisations internationales, etc. Et je trouve que cet équilibre est bon à avoir. Je pense qu'on n'est plus dans un monde où on se forme quand on est jeune et ensuite on travaille tout le reste de sa vie. On alterne des périodes. Et du reste, dans le secteur des laboratoires d'idées, donc des think tanks, on est toujours aussi à la frontière entre ce monde de la connaissance et de la pratique. Et j'ai moi-même aussi enseigné quelques temps en Haïti, donc apprendre, transmettre, écrire, donc tout ça fait partie de notre univers. D'accord, je vous remercie. Je vais vous poser maintenant des questions un peu plus personnelles. Donc, je vais commencer avec vous, Mathilde. Donc, vous travaillez au sein de Safran, qui a été classé donc 7e meilleur employeur par le magazine Capital. Est-ce que c'est une entreprise qui correspond à vos attentes ? Tout à fait. Tout à fait. C'est une entreprise grande, visible, présente sur tous les continents. Et il y a une mobilité très grande au sein du groupe. Moi, c'est la filiale Electronic and Defense dans laquelle je travaille actuellement qui m'intéresse, pour le côté défense, justement. Et je suis ravie d'avoir intégré ce grand groupe de défense, oui. D'accord. Clémentine, donc, quelles sont les prochaines étapes donc, au sein de l'école de l'air pour faire à terme pilote ? Donc là, les prochaines étapes, c'est terminer mon mémoire. En juin, normalement c'est fait, j'aurai le diplôme. Et en juillet, je saurai si je suis prise ou non dans le parcours hélicoptère. Donc pour me concernant, si je pars en hélicoptère, à partir en fait du moment où j'ai mon diplôme de l'école de l'air, je deviens officier de carrière. Et donc j'entame la formation, l'application en fait. Donc pour moi ça va être le pilotage, ça s'étale sur 2 ans pour les hélicos. Ça peut être plus long pour la chasse et pour le transport, 3 à 4 ans. Et pour ceux qui sont IEP également, mais qui ne sont pas personnels navigants, qui sont basiers, là, ils vont commencer leur formation également à partir d'août. Donc, ceux qui partent dans leur anse, ils vont faire un stage d'identification. Ceux qui partent chez les CPA, ils vont avoir les premières formations commando. Voilà, chacun part faire vraiment le métier pour lequel il a été recruté. D'accord. Donc Laurent, vous avez créé votre propre entreprise. Comment vous est venue cette idée et quelles difficultés vous avez rencontrées ou pas ? Beaucoup de questions à la fois. Comment est venue l'idée ? L'idée, c'est pas que la mienne, c'est aussi celle de mon partenaire allemand qui est aussi un ancien de la maison, double cursus franco-allemand. Donc on avait l'habitude de travailler ensemble. On a commencé par des activités qui étaient non lucratives, avec différentes structures. Et au fur et à mesure, on a eu cette idée de passer à l'étape supérieure, développer donc de nous-mêmes une entreprise, une activité qui deviendrait du coup lucrative. Avec aussi la volonté, pour ma part, je dirais que les raisons qui m'ont poussé justement là-dedans, c'est d'une part la volonté d'être indépendant, autonome, c'est-à-dire ne pas vraiment faire une carrière administrative, c'était pas tellement, on va dire, mon rêve, on va dire ça comme ça pour être gentil. Également aussi le fait que en faisant un doctorat justement aussi pour pouvoir être plus en position de force sur le marché allemand, il y avait quand même la défaillance qui s'en suivait, c'était que sur le marché français, il y avait un risque majeur de paraître comme ce qu'on appelle de manière assez vulgaire un rat de bibliothèque pour le fait de faire un doctorat. Donc il y avait la volonté très clairement de justement montrer que non, on peut tout à fait faire un doctorat et travailler, que ce soit secteur privé ou autre. Avant de débuter avec l'entreprise, j'ai travaillé par exemple pendant le doctorat, que ce soit au ministère de la Défense ou au Bundestag. Donc il y avait aussi cette volonté, en voulant créer l'entreprise, d'être véritablement autonome, indépendant d'une part, et d'autre part, d'être en mesure de pouvoir dire à la fin de mon doctorat que non seulement j'ai un titre de docteur, donc sur un marché allemand c'est très intéressant, mais je n'ai pas fait donc X années d'études où je suis resté dans une bibliothèque enfermée. Non, je suis sorti. Donc il y avait cette volonté-là. Après, difficultés, bon, il y en a plusieurs, ça dépend. Le meilleur moyen de les surmonter, c'est justement de garder, de développer, de renforcer le plus possible un certain bagou entre gens, d'avoir pas peur de demander, de démarcher les personnes. Parce que, bon, au pire des cas, ce qu'on reçoit, c'est une absence de réponse. Donc, je veux dire, c'est pas grave. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on nous apprend à l'IEP, mais quand même peut-être pas suffisamment dès la première année, parce qu'il y a
première année, deuxième année ont toujours un peu de mal à le faire, donc il faut pousser justement le fait de ne pas avoir peur de demander à des personnes qui ont peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus, que ce soit pour ne serait-ce que des stages, ou que ce soit pour un entretien, pour des recherches, ou après justement pour la création d'entreprise. Donc vraiment ne pas hésiter à aller de l'avant et à faire preuve donc justement de certains bagous par rapport à ça. Avec pour finir, le dernier point, enfin, plus que d'évoquer en détail les différentes difficultés, parce que bon, ce serait fastidieux, ce serait pas forcément intéressant, toujours garder à l'esprit la meilleure stratégie possible dans la matière, quelle qu'elle soit, c'est pas issu de moi, c'est d'un ancien de la maison, Jean-Charles Geoffrey, donc un professeur qui a exercé pendant pas mal d'années ici. Non, certains d'entre nous ont été marqués. Le professeur Geoffrey m'a toujours dit qu'il était toujours primordial d'appliquer la maxime suivante, à savoir bien faire et le faire savoir. C'est-à-dire véritablement bien travailler, se donner à fond, mais surtout ne pas oublier justement après de le mettre en valeur. Parce que c'est quelque chose que si vous voulez vraiment percer après, quel que soit votre métier, quel que soit votre secteur, enfin je veux dire que c'est surtout dans n'importe quel secteur, il vous faut mettre en avant ce que vous avez fait, qui est une bonne chose, que sinon c'est pas les autres qui vont faire la promotion pour vous. Donc voilà ce que je pourrais dire pour résumer les meilleurs moyens de surmonter les difficultés éventuelles lors de la création d'une entreprise ou même pour n'importe quelle carrière. D'accord, je vous remercie pour ces conseils. Donc j'en viens à vous, Benjamin. Donc quel est exactement le rôle de votre institut et quel rôle vous jouez en son sein ? Alors, entre le monde de la recherche, symbolisé par Laurent, et le grand public, il y a des laboratoires d'idées qui jouent un peu le rôle d'interface entre ces deux mondes. Et vous savez que les enjeux de défense, de sécurité internationale sont complexes et sont très vastes, parce qu'il y a beaucoup de théâtres, il y a beaucoup d'enjeux dont l'analyse demande des experts. Et donc l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, c'est un réseau d'experts qui intervient entre ces deux mondes pour faire le lien, pour expliquer les enjeux, à travers des tribunes de presse, des articles, des interventions en plateau, comme le fait le président de l'Institut, à travers aussi la publication d'ouvrages, de notes, l'organisation et la participation à des colloques. Donc ainsi, pour ma part, moi je me suis spécialisé, ou en tout cas j'ai toujours eu deux grands domaines d'intérêt, que sont l'Europe et la francophonie. Donc à cet égard, en première partie de carrière, si je puis dire, je m'étais davantage focalisé sur l'Europe de la défense. Donc j'avais organisé des colloques, des événements, j'avais publié un article dans la revue Défense nationale sur le sujet, j'ai donné une conférence à Montréal aussi sur le sujet. Et puis j'avais travaillé au ministère de la Défense sur ces enjeux, en particulier à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, au moment où le traité de Lisbonne entrait en vigueur et où il fallait reconsidérer la politique européenne de sécurité et plus largement la politique internationale avec la nomination de la haute représentante, Catherine Ashton à l'époque. Et à la suite de ces expériences, j'ai travaillé aussi sur le traité de Lancaster House de coopération militaire franco-britannique. J'ai travaillé comme jeune chercheur au Centre de doctrine d'emploi des forces, mais toujours cette appétence pour les sujets francophones, la diversité culturelle et linguistique m'appelait. Donc je considère que la francophonie a aussi sa profondeur stratégique. Il y a d'ailleurs eu une étude de l'IRSEM sur ce sujet très intéressante il y a quelques années. Et avec l'IFRI aussi, on réfléchit à la publication d'un numéro sur cette dimension stratégique de la francophonie. Et dans mes travaux récents pour la Fondation pour l'innovation politique, j'appelle aussi à ce que l'Organisation internationale de la francophonie se dote d'un forum de haut niveau pour parler de ces questions. Parce qu'il faut savoir que la plupart des opérations de maintien de la paix se font dans le monde francophone, qu'on a des problèmes très sérieux de terrorisme, de groupes armés qui déstabilisent les États, aussi bien au nord qu'au sud, en Afrique notamment. Et je pense qu'au sein de l'Organisation de la francophonie, une sorte de forum, soit des ministres de la Défense, soit carrément des chefs d'État, serait une manière de traiter ces enjeux d'avenir stratégiques. Donc vous le voyez, il y a l'Europe stratégique, l'Europe de la défense, et il y a aussi la francophonie, qui sont mes deux axes de recherche et d'intérêt fondamentaux depuis plusieurs années.
Et entre les deux, mon cœur balance. D'accord, je vous remercie tous les quatre donc, pour ces témoignages tous intéressants les uns que les autres. Je remercie également les internautes qui vont visionner la vidéo et je vous propose de rester connectés pour les prochains Jeudis de la réussite qui se dérouleront le 22 mars et qui porteront sur les métiers de la diplomatie.